Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 5 du débrief. Dans cet épisode, enregistré le 22 avril 2020, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Hatchwell, économiste et investisseur immobilier aux États-Unis. On fait le point ensemble sur la crise sanitaire, la situation économique mondiale et américaine, ainsi que les différents facteurs de risque et indicateurs à surveiller en ce moment. C'est parti. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci David. Bon, écoute, merci d'être là. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le débrief pour éclaircir et faire un petit peu le point sur la situation, notamment au niveau macroéconomique, parce qu'il y a pas mal d'éléments assez difficiles à interpréter. Et puis aussi pour la petite histoire, initialement, comme tu le sais, on devait faire le podcast la semaine dernière. J'avais préparé plein de questions, mais les choses bougent tellement vite, et tu vas nous en parler, c'est tellement mouvementé, qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient déjà devenues obsolètes. Ma première question pour toi, pour entrer dans le vif, on voit beaucoup d'industries qui sont très touchées par cet arrêt de l'économie mondiale, le tourisme, l'hôtellerie, le coworking, les taux de chômage qui ont augmenté de manière assez incroyable ces dernières semaines. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on a en face de nous une récession ? Alors, la définition d'une récession, c'est 2 trimestres d'affilée de baisse du PIB. Donc oui, techniquement, on a une récession qui est normale, car l'économie réelle est fermée. Donc à partir de là, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création de richesse. Mais c'est la première fois que ça arrive, c'est historique. Elle a été mise en place par les gouvernements qui ont décidé volontairement de fermer les économies. Donc on est obligé de rester confiné, on ne peut pas aller travailler, donc c'est une récession qui a été organisée en fait par les gouvernements. C'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est qu'elle est organisée, donc elle est gérée. Il y a beaucoup de mesures, le chômage partiel, les prêts. Ça c'est la même chose en France, aux États-Unis. Un petit point d'éclaircissement sur les 20 millions d'Américains qui sont au chômage. Le chômage, c'est un peu l'équivalent du chômage partiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits au chômage, et donc c'est l'État qui verse les salaires, mais les gens sont encore employés officiellement par les sociétés. Donc il ne faut pas se faire berner par cette augmentation énorme du chômage et comparer ça avec des crises précédentes. C'est un chômage qui est, une fois de plus, aux États-Unis. Les gens vont ensuite, à la fin de la crise, retourner travailler et les chiffres du chômage baisseront. Dans un second temps, quand il y aura les effets économiques de la crise, à ce moment-là, le chômage remontera parce qu'on sait qu'il y a des industries qui vont souffrir, il y a des commerces qui vont fermer, on sait qu'il y a des secteurs dont l'hôtellerie, le tourisme, le cowork qui vont souffrir pour certains à court terme, pour certains à moyen terme, et pour certains, je pense, comme par exemple le cowork, vont continuer de se développer. Mais à court terme, certaines sociétés, trop endettées sûrement, et qui ont un arrêt dans la croissance, pas assez solide, on est dans une crise où la trésorerie est la clé en fait. Donc certaines entreprises de cowork vont souffrir et certains vont fermer. WeWork par exemple, dont on parle beaucoup, qui est un peu l'entreprise phare, qui a connu un développement assez impressionnant ces dernières années, est en train de négocier une baisse de 30% de ses loyers. C'est un ordre d'idée pour imaginer la baisse des loyers qui va avoir lieu dans l'immobilier de bureau. Je ne dis pas que c'est 30% obligatoirement, mais ça nous donne une base de travail. Concernant l'hôtellerie, le tourisme, c'est des industries qui vont mettre beaucoup de temps à se relever parce que j'ai la conviction que les biens et services vont continuer de voyager. D'ailleurs, la plupart n'ont pas arrêté de voyager pendant la crise, mais que les gens vont beaucoup moins voyager. Donc il y aura peut-être un tourisme plus national, d'ailleurs, qui est encouragé dernièrement par l'ensemble des États, des gouvernements. Donc des secteurs qui vont mettre beaucoup de temps à s'en remettre, avec des chiffres d'affaires dans 2 ans qui seront peut-être de 70% de ce qu'ils étaient avant la crise. Après, il va y avoir sans doute un mouvement de concentration. Les petits acteurs fragiles, certains vont disparaître et d'autres vont être achetés par les gros acteurs. Voilà. On voit des compagnies aériennes faire faillite, on voit pas mal de gros impacts, on va parler du pétrole juste après. Est-ce que finalement cette récession qui était organisée au départ, elle n'a pas filé entre les doigts des gouvernements et elle n'est pas en train de devenir plus grave que ce qu'elle était prévue de devenir ? C'est une bonne question, David, mais il faut remettre ça dans le contexte. En fait, on décide de confiner pour sauver des vies, en gros, pour dire que si on ne confine pas, il y aura une explosion des cas, et donc il y aura des hôpitaux, des urgences, services d'urgence qui seront complètement surchargés.
et ça pourrait créer une panique qui va engendrer plus de conséquences que la récession qu'on vit en ce moment. En fait, on n'aura jamais vraiment la réponse à ça. Hors de contrôle, non. Je pense que ça, c'est la très bonne nouvelle. En fait, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. C'est que je trouve qu'on a beaucoup appris des crises précédentes, celle de 2008, mais d'autres crises aussi. On parle beaucoup de la crise de 1929, du plan Marshall. C'est des choses que les gouvernements ont en tête. Il y a des outils qui sont en place qui n'étaient pas avant. On a des banques centrales qui sont fortes. Par exemple, le fait que en quelques semaines, on mette en place le chômage partiel pour que la population ne cède pas à la panique. Et là, je rebondis, le chômage partiel aux États-Unis, qui est quelque chose les États-Unis, c'était inimaginable il y a 15 ans de payer les gens comme ça. Les mesures qui ont été prises de manière significative et aussi très rapide sont la bonne nouvelle, en fait, c'est que les gouvernements ont su réagir. Après, les plans d'aide qui ont été annoncés, c'est un peu difficile à comprendre l'ensemble des aides parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards. Il faudra rentrer dans le détail un peu plus tard. Mais non, c'est pas hors de contrôle. Par contre, quelles seront les conséquences et la dureté de la récession, ça c'est une question dont peu de gens ont la réponse. Alors on se rappellera du 21 avril comme un jour historique où le baril de pétrole a traité sur des valeurs négatives. On sait que les banques américaines sont très exposées au pétrole de schiste notamment et ont financé beaucoup de producteurs de pétrole américains. Quel est le risque d'une potentielle crise pétrolière, si c'en est une, ou en tout cas si c'est les prémices d'une crise à venir? Dans cette histoire, il y a des gagnants et des perdants. Le grand gagnant, c'est la Chine, qui est consommateur et importateur de pétrole. Et le plus gros acteur, le plus gros perdant, c'est les États-Unis, parce qu'ils ont développé le pétrole de schiste, notamment. On sait que le prix de revient, c'est autour de $50. Donc, tous ces pétroliers ne gagnent plus d'argent. Hier, c'était technique. C'est l'échéance du contrat mai sur les marchés. Donc, les acteurs financiers achètent et vendent ces contrats tout au long de l'année. Mais le jour de l'échéance, il faut effectivement livrer les barils de pétrole. Aux États-Unis, c'est la petite ville d'Oklahoma City, de 10 000 habitants, qui sert en fait de stockage au pétrole. Et donc, non seulement c'était difficile d'accès, mais en plus, les espaces de stockage étaient complètement bondés. Pourquoi ? Parce que la demande de pétrole est en chute libre, parce qu'on a fermé, on a fermé les économies, donc les industries, même si ça repart un peu en Chine, les industries sont au point mort, donc pas de consommation de pétrole. L'aérien est au point mort, donc pas de consommation de pétrole. La circulation automobile est au point mort, donc pas de pétrole. Donc une demande qui est très très faible, c'est du jamais vu d'ailleurs, et une offre abondante de pétrole, parce que dans cette crise, il y a un acteur qui est l'Arabie Saoudite, qui est un peu l'acteur qui fait la pluie et le beau temps sur le pétrole. Et juste une précision, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui produisent autant que l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite a le prix d'extraction le plus bas parmi les gros acteurs, qui sont la Russie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc c'est eux qui peuvent faire baisser les prix en impactant le moins possible leur marge. Alors évidemment, ils ont intérêt à un pétrole haut, mais là, ils ont décidé, en pleine crise, de profiter de cette crise du coronavirus, de cette baisse d'activité, donc de la baisse de la demande, d'ajouter une offre surabondante de pétrole sur le marché. Et donc, ça déclenche des crises. Et donc, comme ils ont ajouté du pétrole physique sur le marché, une journée comme hier où on est censé, il y a livraison des barils de pétrole et qu'il n'y a plus de demande, et donc le stockage a un coût. Donc en fait, hier, on était arrivé à un prix du baril de pétrole négatif parce que les gens payaient d'autres personnes pour prendre les barils de pétrole et les stocker chez eux. Donc c'est un effet qui va sans doute avoir lieu pour le contrat de juin, parce que l'accord de réduction de la production qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois, il est effectif fin mai. C'était l'accord de réduction de la production entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Mais il est effectif fin mai, donc on sait que la livraison, qui est le contrat juin, c'est mi-mai. On peut se douter qu'il va se passer à peu près la même chose, que ça va être à peu près la même chose en juillet. Paradoxalement, le pétrole est très bas maintenant, mais on est quand même à un pic de production mondial, donc dans les années à venir, on sait que le prix du pétrole va remonter. Donc là, techniquement, cette guerre des prix qui a été déclenchée à l'Arabie Saoudite qui a pour conséquence de tuer
plusieurs acteurs, dont les États-Unis, parce que les producteurs ne peuvent pas suivre, donc elle peut anéantir en fait ces producteurs américains. Alors, Donald Trump a réagi en disant qu'il veut créer un fonds pour soutenir les producteurs de pétrole américains. Et on voit mal les démocrates voter et supporter cette loi au Congrès, parce que c'est pas tout simplement, c'est pas les électeurs, c'est plutôt des électeurs républicains traditionnellement que des électeurs démocrates. Le dernier point sur les banques, effectivement, c'est des entreprises, les entreprises pétrolières américaines, pétrole de schiste, sont très endettées. Ce sont les banques qui ont ces dettes en portefeuille. C'est la Banque centrale américaine, la Fed, qui rachète ces dettes qui sont classées comme junk, donc des notes assez basses. Donc on peut imaginer des nouvelles pertes à venir, quoi qu'il arrive. Donc on sait qu'il peut y avoir un plan pour apporter du support à ces producteurs de pétrole, mais on sait qu'il y aura des pertes et il y aura des pertes dans les banques. Ça fait partie de l'ensemble des pertes qui vont avoir lieu, qui vont être la conséquence de cette crise. Plus des gros États producteurs de pétrole comme le Texas par exemple qui pourraient être très impactés. Oui, mais il y a dans le nord vers l'Alaska, il y a beaucoup de, il y a beaucoup, il y a des régions entières qui ne vivent que du pétrole, hein. Donc tout le monde va être, on sait qu'il va y avoir des pertes, on sait qu'il va y avoir des emplois en moins, et on sait que malheureusement les démocrates sont peu enclins à supporter en fait ce type d'emploi et ce type de population parce que ce sont pas leurs électeurs. Ok. Et alors du coup, il y a quand même pas mal de Français notamment et d'investisseurs tout court qui ont des liquidités et qui ont aujourd'hui peur de l'inflation. Ma question c'est, est-ce que justement toutes ces aides et l'augmentation des dettes souveraines, ça entraîne un risque d'inflation ou d'hyperinflation? Il y a beaucoup de prêts qui sont accordés, mais on sait qu'il y a une partie de ces prêts, donc d'argent qui est mis dans le circuit économique, qui correspondent pas à la réalité, donc à de la production. Et donc, s'il y a plus de monnaie que de biens produits, à ce moment-là, les prix montent, tout simplement. Parce que les gens ont plus d'argent pour dépenser pour une production elle, est finie. Donc, il y a beaucoup de prêts qui sont accordés en ce moment, mais on sait qu'une partie de ces prêts, c'est de l'argent qui est un peu perdu, dans le sens où ça va à des entreprises qui vont fermer demain. Et donc, à partir de là, on a mis en circulation de la monnaie qui va être dépensée et qui va sans doute qui va être décorrélé par rapport à la production réelle. Et donc ça c'est dans la théorie économique, c'est ça qui apporte de l'inflation. Maintenant, à court terme, il y a des aspects de l'économie qui vont être déflationnistes et des aspects inflationnistes. Je prends un exemple, le trafic aérien, euh, c'était devenu de la consommation de masse. Je pense que si demain les gens voyagent moins, les billets d'avion vont augmenter. Et donc, par exemple, si l'ancien PDG d'Air France disait hier dans une interview que si le trafic aérien, le nombre de passagers baisse de 50%, il faudra augmenter de 100% les prix, tout simplement. Donc, on peut voir dans certains secteurs de l'inflation et dans d'autres, pas d'inflation. Je vais prendre un autre exemple, que tu suis beaucoup, l'immobilier. Il y a des coûts actuels pour des grues qui sont sur des chantiers, qui sont en leasing, et qui sont pas en activité. Donc en fait, les entreprises de travaux, de rénovation, qui construisent des immeubles ont des coûts. Et en fait, je parle à des acteurs qui m'ont dit que ces entreprises avaient déjà demandé à répercuter ces coûts sur les promoteurs immobiliers. Donc il y a une partie de la production qui est arrêtée, mais en fait qui va devoir redémarrer rapidement. Donc s'il y a une demande en face, en fait, effectivement, il va y avoir un peu ce qu'on appelle un choc d'offres. En 2008, on était dans un choc de demande, mais là, on va avoir un choc d'offres. Pour réduire ce choc d'offres, c'est pour ça qu'il y a eu le chômage partiel, etc., pour aider les entreprises à survivre pendant la crise. Donc il y a des industries qui vont être déflationnistes et d'autres inflationnistes. On peut imaginer que le pétrole va apporter une baisse des prix des matières premières en général, parce qu'il y a moins de demandes, parce qu'il y a moins de qui tournent. Donc ça va être plutôt déflationniste. Et après, il y a d'autres facteurs qui sont fonction du crédit apporté. Donc la clé, c'est là pour ça que c'est très difficile de répondre à cette question. Quelle va être la masse de crédit que les banques vont accorder aux acteurs économiques dans les 2 prochaines années. Et ça va être critique
pour l'inflation, mais aussi pour les prévisions de croissance économique. Justement, pour parler d'immobilier, on a vu la semaine dernière beaucoup de fonds d'investissement américains, de private equity ou des hedge funds comme Blackstone lever des énormes fonds pour préparer la sortie de crise en disant qu'il y aurait des opportunités, je cite, dignes de 2008 avec des baisses d'immobilier pouvant aller jusqu'à 30-35%. Bon, à prendre avec beaucoup de pincettes, mais est-ce qu'aujourd'hui, sans faire de prédiction, on peut mesurer l'impact de toute cette situation sur les valeurs immobilières aux États-Unis, notamment sur le résidentiel? Alors, il y a deux parties dans l'immobilier. Il y a l'immobilier de bureau et l'immobilier résidentiel. L'immobilier de bureau, je pense que c'est l'immobilier qui est le plus à risque. À New York, il y a 20% des bailleurs qui attaquent en fait déjà leurs locataires pour défaut de paiement, parce que les gens ont arrêté de payer. En fait, il y a beaucoup de gens à New York ou aux États-Unis qui ont arrêté tout simplement. Je parle de l'immobilier de bureau. Donc là, la conséquence est directe. On sait qu'il va y avoir des baisses qui vont être plus ou moins importantes. Parce que en fonction de la localisation géographique des biens. Donc ça, c'est un premier point. Et quelle va être en fait la propagation de la baisse de l'immobilier de bureau à l'ensemble de l'immobilier? Ça, c'est un point qu'on ne connaît pas. Mais on sait qu'il va y avoir un effet quand on a, comme je l'ai dit, une entreprise comme WeWork qui négocie de 30% à la baisse ses loyers. On peut imaginer la répercussion sur les prix. La deuxième chose, c'est tout dépend où vous vous placez en fait. C'est toujours un peu la même chose sur l'immobilier. Il y a l'ONU qui prévoit qui a dit dans une étude que la population urbaine dans le monde va doubler d'ici à 30 ans. Donc on peut imaginer comme dans des crises précédentes que les centres urbains peuvent rester là où seront les emplois en fait. Si les emplois sont dans les centres urbains, parce que s'ils sont chez Amazon en dehors de la ville, ça sera une autre histoire. Mais on peut imaginer que les centres urbains vont moins baisser que dans d'autres villes. Là où il y a l'emploi, en fait, les bassins d'emploi, c'est les lieux, les villes qui vont le plus résister, quoi. Ensuite, faut noter un point quand même, c'est que l'immobilier avait déjà commencé à baisser avant la crise, notamment dans une ville comme New York. On était arrivé peut-être à un pic. La clé, comme pour l'économie réelle, pas comme pour l'économie réelle, encore plus, la clé, ça va être le crédit, la masse de crédit que les banques vont accorder aux gens pour se refinancer leurs biens et pour donner aussi pour les primo-accédants. Si cette masse de crédit diminue, parce que les banques vont dire, bah, écoutez, avant on vous demandait 10% de down payment, maintenant on va demander 30% d'apport, bah là, à ce moment-là, il y a une conséquence directe sur les prix. Il y a des facteurs à risque et Blackstone, je pense, dans son approche, Blackstone qui travaille un peu conjointement avec la Banque fédérale américaine. Donc je pense que derrière ça, il y a aussi le fait qu'il veut continuer à être un acteur qui va jouer son rôle et qui va aider l'État après la crise. Évidemment qu'il y a des vendeurs forcés, il va y avoir des vendeurs forcés, des défauts de remboursement de crédit. On sait que ça va très vite aux États-Unis, donc il va y avoir des défauts de remboursement de crédit, il va y avoir des vendeurs forcés, il va y avoir une augmentation du chômage, donc moins de gens qui payent son loyer. Donc si les gens dans une économie qui est trop endettée, en fait, la crise du coronavirus, c'est un peu l'explosion de la bulle de la dette. Donc il y a trop d'acteurs, trop endettés, qui n'ont pas assez de matelas pour tenir face à la crise et qui vont devoir avoir des ventes forcées. Je pense qu'un fonds comme Blackstone, il veut se positionner au moment où il y a ces ventes forcées. Une fois de plus, moi je ne pense pas qu'il faille verser dans ce qu'on appelle les collapsologues, mais je pense que dans une économie, on est en train de purger, on va purger une bulle, qui est une bulle de dette. Et donc, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, il va y avoir sans doute plus de perdants. Puis il y a des gens qui vont résister, les foncières qui ont un taux d'endettement raisonnable, elles vont encaisser le choc de la baisse des loyers. Et ceux qui sont trop endettés, ils vont devoir forcer. Et là, il y a des acteurs, parce qu'il y a beaucoup de cash dans le marché. Il y avait beaucoup de cash avant, il y en aura encore plus demain. Donc une fois de plus, l'action des banques centrales est très très importante. Il y a beaucoup de prêts, il y a beaucoup d'aides, donc il y a des choses pour tenir. Et donc, mais ces vendeurs forcés vont apporter des opportunités à des fonds d'investissement qui seront très sélectifs. On entend beaucoup parler d'immobilier valeur refuge. Dans tout ce contexte, est-ce que du coup l'immobilier américain type single family, multifamily peut constituer une valeur refuge pour les investisseurs pour faire face à la situation et au risque d'inflation? Ben, on a envie, dans un marché qui baisse, de privilégier plutôt l'immobilier de logement.
déjà. Il y a plusieurs immobiliers de logement aux États-Unis. Il y a les maisons. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus à risque. Voilà. Et après, il y a les multi-familles. Et après, il y a les Section 8. Et ça, c'est des marchés qui, à mon avis, vont rester le plus protégés. Mais attention, c'est pas pour ça qu'il va pas y avoir des secousses sur les loyers. Il faut pas regarder les valorisations. En fait, faut pas regarder. Mais de toute manière, pour moi, un investissement immobilier, c'est pas. Je prends l'investissement immobilier, mais comme d'autres investissements. Mais sur l'immobilier, il ne faut pas regarder la valorisation à plus, moins 20%. Et encore moins demain. Ce qu'il faut regarder, c'est le flux de loyer et la manière dont on va encaisser les chocs. Donc, ça dépend du type de loyer. L'immobilier de luxe à New York, ça va être encore plus fragilisé par la crise. C'était fragile avant. Les prix étaient en baisse affichés sur New York Times. Il y a toutes les annonces étaient affichées à moins 20-25% pour les appartements entre 2 millions et 7 millions de dollars par exemple. Si ce sont des appartements, des 2 bedrooms avec des loyers moyens autour de entre 1500, 1800 dollars, 2000 dollars, je pense que ça c'est un marché qui va être assez recherché par les investisseurs. Mais il va y avoir des secousses, il va y avoir des baisses de valorisation, il va y avoir des acteurs qui se sont trop endettés, qui ne peuvent pas supporter 2 mois sans loyer, et donc ces acteurs-là, effectivement, ils vont être forcés à la vente. Et une fois de plus, en fonction des situations géographiques, il va y avoir des vendeurs forcés, il va y avoir des endroits, une ville comme Détroit, par exemple, qui s'était relevée, mais qui a beaucoup de maisons individuelles, et un bassin d'emploi qui est fragile, comparé à Chicago, parce que pendant la crise de 2008, 40% de la population de Détroit est partie à Chicago. Moi, je me suis positionné comme investisseur dans la région de Chicago, et donc j'avais beaucoup étudié Chicago, Détroit. Il y a beaucoup de gens qui ont investi à Détroit. Et ce qu'il faut, c'est regarder, c'est l'histoire de la ville, le bassin d'emploi, la solidité. Et donc, il faut éviter, en fait, il faut aller vers les valeurs refuges. Il faut bien étudier où est-ce qu'on veut investir et surtout la solidité, en fait, des villes, parce que l'immobilier, c'est pas investir dans de la pierre, en fait, contrairement à ce qu'on pense. C'est investir dans la démographie, c'est investir dans la solidité économique, c'est investir dans la solidité des institutions politiques. C'est ces facteurs qui font qu'on fait le choix d'investir dans l'immobilier, dans telle ville ou dans tel pays. C'est aussi un investissement dans une devise, en euros, en dollars. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et donc, une fois de plus, la clé dans cette crise sera les crédits qui sont apportés. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de crédits. C'est-à-dire que vraiment, le rebond qui a lieu sur les bourses, il dénote d'un certain optimisme, peut-être qui est un peu déconnecté par rapport à la réalité, mais qui est lié au plan d'aide qu'on n'a jamais vu avant. Donc, on sait qu'il va y avoir des secteurs qui vont. Si vous louez à des gens qui sont salariés dans un hôtel, bah, c'est sûr que vous allez perdre vos locataires. Mais si vous louez à des gens qui travaillent chez Amazon, bah, vous avez moins de soucis à vous faire. Et il y a beaucoup, beaucoup d'aides qui sont mises en place en ce moment, qui vont voir des nouvelles industries. On est encore incapable d'imaginer quels seront les relais de croissance, de la croissance de demain. Mais il va y en avoir. Il y a des lueurs d'optimisme, il y a des changements, donc voilà. Donc après, les secteurs, le bien, la localisation, c'est très important. C'est même fondamental, mais c'est vrai que je pense à Orlando ou à Houston au Texas, il y a quand même beaucoup de villes américaines qui n'ont pas assez de diversité d'industrie, qui devraient tirer le marché vers le bas en tout cas. Donc effectivement, il y a cet aspect localisation. C'est exactement ça. Ouais, on sait, il y a des villes où il y a beaucoup de pétrole, d'activités pétrolières. On sait que ça va être des villes. Mais on connaît aux États-Unis, en fait, c'est tellement grand qu'il faut faire une analyse État par État, quoi. Orlando, avec la chute de fréquentation d'Euro Disney, les emplois qui vont être détruits, parce que si le tourisme met du temps à reprendre, on sait que c'est une ville qui va souffrir, effectivement. Un État qui va souffrir. Aujourd'hui, on est en confinement, il y a les aides de l'État, mais finalement, si la reprise, elle est partielle dans certaines industries, c'est là où vraiment les dégâts risquent d'être les plus importants. Oui, c'est exactement ça. Donc, en fait, on a une espèce de. On a du mal à se rendre compte, mais là, le risque, c'est ça, en fait. C'est que aujourd'hui, on est aidé, mais si le chiffre d'affaires est égal à 50% de ce qu'on faisait avant, c'est là où, en fait,
les plans d'annonce de licenciement vont avoir lieu, c'est là où on va voir les faillites. Vous savez, entre le début de la crise et la fin de la crise, on dit qu'il y a en général 2 ans, 2-3 ans. Je pense que là, vu que les chocs sont tellement importants qu'il va y avoir une hausse du chômage, mais ça, on le saura dans 6 mois. Dans 6 mois, on verra, parce que pour l'instant, il y a un deal qui sont faits entre les États et les entreprises, mais l'urgence est telle que l'État n'ose pas trop mettre la pression aux entreprises en disant on vous aide, mais vous ne licenciez pas pendant 1 an. Elles aident. Et en 2008, elles ont aidé la finance, maintenant elles aident l'économie réelle, avec tous ces prêts, avec toutes ces aides. Mais demain, quand les chiffres d'affaires qui vont baisser ne seront pas donc au rendez-vous, il va falloir ajuster, notamment au niveau du personnel. Et donc là, on sait que c'est ça qui va causer des dégâts à l'économie réelle. Ok. Et alors du coup, on voit le dollar pas mal se renforcer face à l'euro depuis le début de la crise. Est-ce qu'on peut anticiper où va le taux de change euro-dollar ou quels sont les facteurs qui l'influencent le plus en ce moment? Alors, il y a beaucoup de gens qui prédisaient la baisse du dollar à cause de la dette américaine. Euh, donc là, on voit que en fait, comme tout le monde est en train de s'endetter, c'est pas ça qui va être le facteur déterminant. En ce moment, quand on est dans une crise, le dollar monte. Le dollar monte vis-à-vis des devises émergentes et il monte aussi face à une grande devise qui est l'euro. Moi, je pense que le dollar va continuer de s'apprécier face à l'euro à court terme. Donc oui, il y a des facteurs comme ça qui vont accentuer à court terme, voire même moyen terme, la hausse du dollar. Voilà. Parce que c'est l'économie la plus forte et qui sera sans doute solide par rapport à d'autres économies émergentes, même si c'est des grandes économies. Après, il y a un deuxième facteur, et là je reviens à mon point sur le pétrole. Suite à cette crise, on peut voir, et suite au mouvement de pause dans la globalisation dans lequel on est rentré avec l'élection de Trump, avec le Brexit, on peut voir plus d'isolationnisme. Et donc, à partir de là, il y a une dédollarisation de l'économie qui peut avoir lieu, qui est poussée par la Chine. On sait que la Chine a commencé à changer ses dollars pour aller vers de l'euro. Donc, c'est des acheteurs structurels d'euros. Donc ça, c'est poussé par certains acteurs comme la Russie, comme la Chine, pour des raisons plus géopolitiques qu'économiques. Ils veulent être moins dépendants du dollar. Et donc, si, suite à cette crise, l'Amérique continue de se refermer sur elle-même. Donald Trump a annoncé hier qu'il voulait suspendre l'immigration, les visas, etc. On peut aussi, on parle beaucoup de rapatrier certaines industries dans la chimie, mais aussi dans l'automobile, même avant cette crise. Mais donc, s'il y a un refermement de l'économie américaine, on peut voir une dédollarisation de l'économie mondiale. Et donc, à ce moment-là, à terme, une baisse du dollar. Mais elle n'arrivera sans doute pas dans un premier temps. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de démondialisation en ce moment avec le contexte actuel. Et donc ça rejoint complètement ce que tu dis. Moi, personnellement, je pense que le trend de globalisation et de mondialisation, il est très très fort et il s'inscrit dans la durée. Mais là, on vit une pause. C'est normal, un trend très fort a des pauses de temps en temps. Là, on vit une pause, peut-être qu'on a besoin de respirer. Mais Internet, l'ouverture des frontières via justement ces nouvelles méthodes d'information, je reviens à la théorie économique, Ricardo, la division du travail international, c'est-à-dire chacun produit là où il est bon. C'est un peu ce qui s'est mis en place. La chaîne automobile, pour construire une voiture, l'embrayage est fait dans un pays, la carrosserie dans un autre pays. Et je pense que ça, je ne crois pas à la démondialisation du tout. Je crois, d'ailleurs, la vraie réponse au coronavirus, c'est pas moins de globalisation, mais c'est plus de globalisation. C'est-à-dire, il aurait fallu une réponse coordonnée entre tous les pays, beaucoup plus rapide, plus d'informations, et pas moins, au contraire. Alors du coup, on sait que tout avance très très vite en ce moment. Ça m'intéresse de savoir quels sont les indicateurs que tu vas surveiller de près dans les prochaines En semaines. fait, quand l'économie va réouvrir, ça va mettre du temps en fait de voir les conséquences de la crise. Euh, donc les indicateurs tout de suite, parce que l'indicateur, pour moi, le plus important, c'est la confiance des consommateurs. On est dans les économies occidentales, c'est de la consommation de biens et services financée par de la dette. Donc là, on a remis de la dette, mais on sait que la consommation va baisser. Elle peut remonter des consorts du confinement, comme on l'a vu dans certains secteurs, mais globalement,
c'est ça qu'on sait que la consommation touristique va baisser, on sait que la consommation dans les restaurants va baisser à cause justement du post-confinement, il y aura des règles sanitaires plus importantes. Donc en fait, tout ça, ça va mettre beaucoup de temps à être mis en place. Donc la confiance des consommateurs, les bourses, l'immobilier, ça va prendre du temps parce que ce qui va se passer, c'est que là tout est fermé, mais quand le marché va rouvrir, les volumes vont baisser, tout le monde va un peu se regarder, et puis après on va voir rapidement les vendeurs forcés. Et donc à ce moment-là, l'ampleur des vendeurs forcés va nous donner une idée un peu de l'ampleur de la baisse du marché. Et derrière, en fait, les banques centrales et les gouvernements sont tellement proactifs qu'ils vont tout de suite injecter. C'est un peu comme les prêts aux PME qui ont été faits. C'est-à-dire que les banques ont dit « Ok, on va prêter à 2,5%. » Et l'État est arrivé derrière et a dit « Non, les prêts, c'est 0,5%. » Et je pense qu'il va se passer un peu la même chose quand les banques vont restreindre un peu les conditions de crédit. L'État va les obliger, en fait, à accorder des crédits à des taux qui correspondent au taux d'intérêt bas. Donc voilà, le deuxième indicateur que je vais beaucoup surveiller, c'est le niveau des taux d'intérêt des dettes souveraines. Parce que si ces dettes sont attaquées, alors elles ont commencé à être attaquées, mais comme les banques centrales les achètent sur le marché, les taux restent bas. Mais on a vu la dette italienne, les taux qui montent, ce qui est normal dans des économies endettées, dans des acteurs endettés, que les taux d'intérêt montent. Mais si ces taux la hausse des taux de ces taux-là sont maintenus, notamment grâce à l'action des banques centrales, on va dire que ça sera une très bonne nouvelle pour l'économie. Pour l'économie en général. Et puis tes loyers américains, je pense que quand on collecte des loyers aux États-Unis, surtout sur de la middle class, on a aussi un bon thermomètre sur la santé des locataires américains. Oui, après, en ce moment, il y a une peur de bouger. Donc la priorité, pourquoi il y a une peur de bouger? Parce que les gens savent que quand ils vont déménager, ils vont pas avoir un bon dossier si à ce moment-là ils ont pas. Donc ils préfèrent utiliser leur épargne ou l'aide des parents pour payer leur loyer. Donc voilà. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il va y avoir de la vacance, un turnover. Et donc, il faut être préparé à ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est être préparé. Mais faire de l'immobilier, faire un investissement qui comporte des risques, c'est être prêt. Et c'est juste mesurer le risque. C'est pareil pour l'immobilier de bureau à New York. On sait que il n'y avait plus de prime de risque en fait. La bonne nouvelle, c'est que c'est le retour de la prime de risque dans l'investissement. Donc du coup, c'est quelque chose de normal en fait qui avait disparu mais qui va redevenir normal. Et ça, c'est sain pour le marché en fait. Donc le scénario, le base case un peu, c'est qu'il y ait effectivement une purge, mais qui soit pas trop forte. Juste pour rappeler aux gens que en fait, il y a du risque. Le risque existe. Mais on ne veut pas que la purge, elle tue tout le monde non plus, parce que là, c'est pas bon non plus. Mais donc cette crise va peut-être servir à ça, même si j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de crise, mais elle va peut-être servir à ça. Mais il ne faut pas qu'elle serve à ça et que ça aille trop loin et que là, ça détruise trop d'acteurs. Mais ça, vu la proactivité des gouvernements, vu des emplois dont on n'imagine pas qu'ils vont être créés, vu des relais de croissance, je parle d'Amazon, tout le monde parle d'eux en ce moment, mais ils créent beaucoup d'emplois. Donc c'est ça qui va permettre en fait de soutenir l'économie et puis au fur et à mesure ça va redémarrer. Ok, bah écoute, affaire à suivre de très près. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci David, à toi et puis à très bientôt. J'espère que ce 5e épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.